En termes de type d'approche systémique, on peut en distinguer 3. Le premier type, c'est, l'approche systémique dure. On va modéliser mathématiquement en ingénierie pour des systèmes techniques et par exemple, on va faire des systèmes de production, des modèles de simulation. Donc là, on va très, très loin, on prend des équations mathématiques, on va utiliser des outils comme Simulia ou autres et on va faire des outils où les équations vont être, intégrées dans les systèmes de simulation et on va s'appuyer sur ces lois mathématiques des systèmes pour faire de la conception, pour simuler et cetera. Alors là, c'est pas le cas d'UML ou de SysML, mais on a néanmoins une toute petite partie où on peut, hem, se mettre en lien avec la modélisation pure. C'est tout ce qui est, diagramme qu'on appelle des diagrammes paramétriques. On ira Je vous les évoquerai, mais on ne les regardera pas particulièrement, pendant le cours, parce que je pense que c'est avancé, puis ça va vraiment dépendre des domaines sur lesquels vous travaillez, donc c'est plus intéressant de voir ça sur des domaines spécifiques. Mais, néanmoins, on va pouvoir dans les diagrammes paramétriques mettre des variables qui sont liées par des lois, les intégrer dans le modèle et puis après si on a des outils ou des ponts vers des outils qui permettent de le traiter, on pourra coupler des modélisations UML ou SysML avec, des outils de simulation basés sur, la modélisation mathématique et éventuellement faire des maquettes numériques. On va simuler le produit, mais on le verra pas simplement physiquement, mais aussi logiquement et on verra l'évolution de l'architecture. Donc on va pouvoir coupler, des modèles, UML ou SysML avec des modèles de simulation, voire des représentations géométriques 3D, dynamiques et là, on aura des maquettes numériques comportementales qui permettront de simuler, divers événements pour divers systèmes. C'est des choses qui sont, fortement, utilisées dans le monde de la défense pour les postes de contrôle avec des bouts de réaction et l'envoi vers les centres de commande. Mais on le fait aussi, beaucoup pour les crash tests, pour les voitures, on le fait pour les avions, pour plein de systèmes et qui nous permettent de simuler, de voir comment le système se comporte basé sur les lois, formalisées par des équations mathématiques. On a également des approches systémiques qui sont plus molles. On a des approches socio-techniques qui sont centrées sur la perception humaine et là, on va être plus sur, la notion de management, d'accompagnement du changement. Donc c'est ce qu'on a par exemple dans l'architecture d'entreprise, hem, ou dans l'ingénierie logicielle, mais où on va être computer aided pour, produire des modèles et non pas des dessins. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de meilleure qualité, qu'on maîtrise mieux en termes d'évolution. Et puis on a également les types d'approches qui sont complexes avec des systèmes adaptatifs, la théorie du chaos. Et là, c'est ce qu'on va voir plutôt dans tout ce qui est écosystème, économique, cognition, où on va travailler sur des choses où, on aura ou pas des modèles mathématiques. Parfois, on va utiliser l'intelligence artificielle, enfin certaines technologies de l'intelligence artificielle pour, traiter de choses qui ne sont pas formalisables sous forme mathématique, sous forme d'équation. Et on peut penser à la vision, par exemple, à la reconnaissance, par la vision pour les machines et les systèmes. Là, on est sur des choses, on n'est pas sur, on est limité, on peut plus, poser des équations. On travaille plutôt sur, la possibilité de travailler sur des bases d'apprentissage jusqu'à une convergence statistique qui fait qu'on aura, des réseaux de neurones ou des composants qui vont nous permettre d'avoir des possibilités de reconnaissance visuelle. C'est basé sur, du stochastique, c'est-à-dire c'est pas du logique, du zéro ou du un. Et puis, ça dépend beaucoup de l'apprentissage et de la qualité des données. Mais en tout cas, ça a parfois des usages très intéressants, hein, notamment pour l'intégrer dans des systèmes des véhicules, autonomes, par exemple, hein, des voitures ou autres et sans être, prédictible à 100, sans être complètement formel et basé sur des modèles mathématiques complètement, formalisés. On va avoir des possibilités de travailler en termes d'approche systémique en gérant, heu, ce type de système complexe, en utilisant des technologies en complément, heu, de formalisation mathématique ou de modèles de type, SysML ou UML. Alors à partir de là, on a fait un peu le tour de la systémique et quand les gens ont travaillé sur le paradigme objet, hein, c'est le paradigme objet, c'est en réalité une transposition des concepts, systémiques au domaine du logiciel
et qui répondait à des gros problèmes, des gens qui faisaient de l'ingénieur des systèmes logiciels. Ils ne pouvaient pas, à l'époque, toujours, maîtriser l'évolution et le comportement des systèmes logiciels quand ils appliquaient le paradigme, data process, comme en Meurice, par exemple, où on a les modèles conceptuels, logiques et physiques des données et les modèles conceptuels physiques des traitements. Et en fait, le gros problème qu'il y avait, c'est que d'un côté, on avait les données, de l'autre côté, les traitements, mais ils étaient traités séparément. Et quand on avait des process qui allaient modifier les objets, bah, on avait un mal fou à savoir quel était le process qui modifiait l'état d'un objet. Et parfois, on avait des systèmes qui ne fonctionnaient pas ou qui étaient instables. Et c'était notamment le cas sur toutes les interfaces visuelles, où vous allez avoir une fenêtre, le multiple composant de votre interface visuelle avec les menus, les barres d'outils, les fenêtres principales, les panneaux avec les datas, etc. Et le fait que tout ça doive se remettre en forme et que tous les composants soient interdépendants pour que l'interface utilisateur reste, je dirais, cohérente en fonction, bah, des changements, des ouvertures d'autres fenêtres, des redimensionnements, des de l'adaptation à la taille de l'écran, ou même du hardware. Avec tout ça, bah, au bout d'un moment, en ayant juste d'un côté les données, de l'autre côté les traitements, bah, on n'arrivait pas à formaliser des systèmes logiciels qui, étaient faciles à maintenir et dont on pouvait garantir, heu, la bonne exécution. Et donc au bout d'un moment a émergé l'idée, mais si on structurait le code, en s'inspirant un peu du paradigme objet, c'est-à-dire qu'en fait, on va regrouper les données et les traitements au sein d'un objet. Ces objets vont interagir les uns avec les autres. Et tout ça a commencé historiquement avec un certain nombre de langages de programmation dès les années 60 avec Ada. Et petit à petit, bah, ça a été utilisé dans de plus en plus de langages. Et puis est venu le problème de la conception. Comment on fait pour concevoir? Et plusieurs méthodologies pour aider à concevoir ces systèmes ont émergé, qui étaient hétérogènes. Le besoin émergé d'en avoir une seule. On a eu euh, l'idée de lancer ça avec Grady Book and Bosch qui ont visé à produire cette méthodologie unifiée et puis ils sont aperçus que la méthodologie, c'était pas suffisant. Il fallait d'abord le langage, d'où la naissance du ML, qui à la base était basé sur les principes existants d'ingénierie logicielle, qui étaient plutôt inspirés du paradigme objet. Donc UML, à la base, c'est inspiré du paradigme objet, qui est une manière d'appliquer les concepts de la systémique et avec l'idée d'objets qui regroupent des données, des traitements. Et puis tous ces objets-là, bah, on ne va pas s'amuser à les définir un par un. Si vous en avez 10 000, on va les regrouper en classes. Et les classes d'objets vont permettre d'avoir un genre de, de canevas qui est partagé par tous ces objets. Toutes les structures de données pour un objet de la même classe et tous les traitements vont être définis au niveau de la classe. Et quand on va créer un objet, une instance, instancier une classe, on va dire je crée un objet qui est de type de cette classe d'objet. Et à partir de là, il va avoir encapsulé en lui-même toutes les structures de données par rapport à ce qui est défini dans la classe. Et il va pouvoir appeler les fonctions qui ont été définies par ces classes d'objets sans qu'on ait besoin de les redéfinir pour l'objet lui-même. En fait, on va toujours appeler des traitements qui sont définis au niveau des classes. Et à partir de là, UML va proposer en premier principe de base des classes d'objets. Et quand on va faire de l'ingénierie logicielle, comme on fait du traitement automatique, on ne s'amuse pas, en général, quand on est dans l'ingénierie, on ne traite pas les données opérationnelles. La conception vient avant les opérations. Et donc là où vont se concentrer les gens qui conçoivent les produits, ils vont se concentrer sur tout ce qui est automatisable. Et l'automatisation va se faire par la construction d'un modèle de classe d'objets, d'un modèle d'interaction entre ces éléments, pour que le système puisse faire ce qu'on a décidé de réaliser. Et tout ce qui est objet va être créé à partir de ces classes. On peut créer un ou plusieurs objets selon le type de système. Certains vont avoir une seule instance d'une classe d'objets, d'autres vont avoir de multiples, notamment pour celles qui sont liées aux composants informationnels. Et, euh, et tout va se baser donc au niveau de ces classes d'objets. Autre principe au niveau
des concepts, on va avoir des structures internes avec des attributs et ces attributs vont permettre de, définir des états. Et puis ensuite, on aura toute la notion des comportements qui, eux, vont être des méthodes, des actions qu'on va pouvoir, séquencer selon des séquences prédéfinies ou bien des modèles d'interaction où, les systèmes vont, sans qu'il y ait d'ordre prédéfini, interagir. Là, on est dans le principe de action-réaction. On aura plutôt des diagrammes, d'interaction que des diagrammes de, des diagrammes d'activité et donc c'est une autre manière de formaliser ou de forcer le comportement d'un système, c'est de s'appuyer sur ces modèles comportementaux, dont on verra la liste des types de diagrammes qui sont disponibles dans UML. Autre point extrêmement important, c'est la frontière, l'interface publique et la notion d'encapsulation. C'est-à-dire que comme on sait que ce qui est au sein même d'un système de système, que les éléments de plus bas niveau ne vont pas forcément impacter vers l'extérieur, et pour simplifier, on va restreindre et n'exposer à l'extérieur d'un objet et rendre accessible que des choses publiques. Et toute une partie va être gardée en privé, c'est-à-dire que c'est un peu la manière dont le composant fonctionne par lui-même, et on n'a pas besoin de l'exposer à l'extérieur parce que, en fait, ce système est autonome et donc la classe d'objet, tout ce qui est privé, c'est les choses qu'on ne veut pas montrer à l'extérieur parce que, on veut faire en sorte que ce ne soit pas accessible par les autres composants à l'extérieur et par ce principe, on implémente et on supporte un des aspects des systèmes complexes qui sont liés au fait que le tout est plus que la somme des parties. Les parties sont indépendantes chaque élément, individuel peut être autonome et fonctionner par lui-même, mais toute la logique globale qu'on va devoir capturer entre les éléments, quand ils interagissent, va se faire uniquement en s'appuyant hem, sur les éléments qui vont être produits de manière externe. Et donc la manière dont c'était fait dans l'objet, excusez-moi, je voulais vous montrer l'autre partie, puis je suis allé trop loin. Donc l'aspect interaction, encapsulation, ce sont des points clés dans la notion d'objet de systémique. Ensuite, on a aussi le principe d'interaction, donc notamment dans un système d'information, dans la partie informatique, les interactions sont principalement, formalisées sous la forme d'échanges de messages et ces messages sont en général des appels à des méthodes. Donc, on a les datas et les méthodes pour les objets, celles qui sont, poussées de manière, publique et donc une interaction entre 2 composants, c'est un composant qui appelle une méthode d'un autre objet en lui envoyant des messages et quand l'objet réalise l'opération, il va renvoyer des messages de retour. Donc c'est le principe d'interaction et puis aussi de rétrofit pour les systèmes, action-réaction. Et on va donc avoir des messages qui s'échangent entre les composants logiciels euh, et qui se traduisent par l'appel de méthodes exposées de manière publique. Donc il faut bien faire le lien entre les deux. Des fois, on se dit: «Mais je comprends pas trop, j'ai, des datas, j'ai des opérations, mais c'est quoi une interaction exactement et c'est quoi un message?» Et en réalité, tout ça, c'est fortement intégré. En fait, si on traduit l'interaction dans les systèmes logiciels, c'est échange de messages par le biais d'appels de méthode, exposés publiquement et tout ça entre les composants, les types d'objets ou plus précisément les objets dont on va traduire les méthodes d'interaction au niveau des classes d'objets. Et ensuite, quand on crée des instances d'objets, quand on veut les faire interagir, elles vont se faire selon les modèles d'interaction qu'on aura définis lors de la conception. Et puis l'autre principe également dans l'orientation objet, c'est la composition, c'est l'agrégation d'objets avec des sous-systèmes. Et ça, c'est une manière de traduire le tout et les parties. Et il faut également il faut le formaliser de manière à représenter une complexité réelle du système qu'on veut modéliser. Il ne faut pas le faire juste parce que c'est bien de complexifier, notre logiciel. C'est en général quelque chose qui s'adapte au domaine qu'on veut traiter et
et c'est là qu'on va avoir besoin parfois de découper le système sur des éléments qui sont plus maîtrisables, mais également c'est de séparer des logiques de composants, indépendants qui pourraient exister indépendamment des systèmes qu'on intègre pour, faire émerger une logique de plus haut niveau en réutilisant et la réutilisation est quelque chose de très important dans, le monde du logiciel et dans le monde de l'industrie.